Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, les CPS, alors c'est pas juste une chose parmi d'autres, en fait c'est vraiment l'axe principal de mes recherches depuis plus de 15 ans. Au départ, j'étais psychologue chargée de prévention, donc j'ai travaillé dans le champ du développement des compétences psychosociales en tant que professionnelle. Et au regard du retard qu'on avait à cette époque, donc il y a 20 ans en France, je me suis tournée vers la recherche pour pouvoir développer plus de recherche dans ce champ en France, puisque à cette époque, et puis c'est encore parfois un peu le cas, en France, les professionnels considéraient que ce qui venait d'ailleurs ne pouvait pas forcément correspondre à la France et que donc il fallait remontrer que c'était vraiment utile aussi pour la France de développer les compétences psychosociales. Donc je me suis retrouvée chercheur, mais je fais essentiellement de la recherche interventionnelle, donc la recherche sur le terrain, pour développer différents programmes qui permettent d'agir sur le développement des compétences psychosociales. Et c'est donc de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors certainement, tous ceux qui sont dans cette salle connaissent le concept de compétences psychosociales, mais l'objectif, c'est de revenir sur certains points clés, et notamment en lien avec le référentiel de Santé publique France qu'on a publié donc en février dernier, qui regroupe finalement la synthèse de toute la littérature sur à la fois le développement de ces compétences, l'historique en France, les programmes validés, les effets de toutes ces interventions. Et plus spécifiquement, ma présentation portera sur comment on peut contribuer à ce développement des compétences psychosociales de différentes manières, à la fois auprès des enfants, des jeunes, mais aussi auprès des professionnels et des parents. Donc, les compétences psychosociales, au départ, ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, en fait, c'est toutes les compétences qu'on va pouvoir mobiliser pour pouvoir faire face à des situations du quotidien, plus ou moins difficiles, surmonter des obstacles, traverser des périodes compliquées comme celle du Covid qu'on vient de traverser, dans laquelle on est encore. Et puis, j'ai ajouté cette définition de Fortin qui complète un peu et qui permet de préciser certains aspects. Les compétences psychosociales sont à considérer comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale, permettant à un individu de faire face aux situations de la vie en respectant les autres et en collaborant avec eux. Et c'est vraiment cette dimension qui est primordiale dans les CPS, c'est-à-dire qu'on ne développe pas simplement des compétences pour que l'individu soit capable de se débrouiller de manière indépendante dans la vie, puisqu'on est dans une société qui survalorise en fait l'indépendance, avec cette idée que l'indépendance, c'est quand on n'a pas besoin des autres, avec une confusion finalement avec le développement de l'autonomie, où c'est la capacité à pouvoir agir sur les situations par soi-même, mais pas en étant totalement indépendant des autres, puisque forcément on est en interaction permanente avec d'autres humains, donc en interdépendance. Donc l'objectif des compétences psychosociales, c'est vraiment de prendre en compte cette interdépendance et permettre de développer des compétences individuelles, mais aussi des compétences de collaboration et de prise de conscience de l'importance des autres autour de soi. Dans ce référentiel, on est parti de la catégorisation de l'OMS en 3 catégories, donc des compétences de type cognitif, de type émotionnel, de type social, mais on est aussi reparti de toute la littérature scientifique sur toutes les compétences psychosociales au-delà de celles qui figurent dans la catégorisation d'origine de l'OMS pour essayer de faire plus de liens entre les recherches et cette catégorisation de l'OMS qui était plutôt partie du terrain, de l'expérience des professionnels. Et là, on essaye de faire se rencontrer ces deux mondes qui se sont développés un peu en parallèle dans un premier temps. Donc, on est reparti aussi de toutes les compétences qui ont été évaluées dans différents programmes de recherche pour essayer de les rassembler dans cette catégorisation qui est du coup un peu plus détaillée que celle qu'on utilise habituellement, qui vient de l'OMS. Donc, je vous laisserai regarder plus en détail. Le référentiel, bien sûr, est en libre accès sur le site de Santé publique France. Pour l'instant, le référentiel qui est en ligne, c'est en fait une synthèse de tout ce travail qui a été fait par différents chercheurs et personnels de Santé publique France. Mais il y aura une synthèse, un document, un rapport plus détaillé qui paraîtra par la suite où vous aurez beaucoup plus de détails
sur ces choix et comment cette classification a été proposée. Donc ces compétences psychosociales, pourquoi les développer? Alors Dorian l'a déjà évoqué juste avant, mais ce que montrent les méta-analyses, c'est-à-dire les synthèses de toutes les recherches, quand on les met ensemble, toutes ces données, notamment la première méta-analyse donc sur plus de 270 000 élèves, voilà ce que donnent ces résultats d'une combinaison de beaucoup de recherches sur un très grand nombre d'individus. Ce sont des effets donc, sur la santé mentale, avec moins de troubles affectifs, moins de troubles du comportement, des effets sur le bien-être, l'estime de soi, une diminution des conduites à risque, notamment une réduction des consommations de substances psychoactives, diminution des violences et du harcèlement scolaire, une amélioration de la réussite éducative et également par la suite de la réussite professionnelle avec une meilleure insertion sociale et professionnelle, et puis une amélioration de la qualité des relations, donc à la fois à l'école mais aussi dans les familles. Par la suite, il y a eu plusieurs méta-analyses sur lesquelles je reviendrai qui ont précisé certains aspects. Mais déjà, dans cette première méta-analyse, il y a quelques points sur lesquels je voulais insister pour réfléchir ensemble à cette question du développement des compétences psychosociales, puisque ce développement peut se faire à la fois par des intervenants spécialisés, mais aussi par les professionnels qui sont au contact quotidien des enfants et des jeunes, donc à la fois les enseignants, les éducateurs spécialisés, les ATSEM, le personnel des crèches, etc. Donc il y a énormément d'adultes, les parents aussi, qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont au contact quotidien de leurs enfants. Donc tous ces adultes qui entourent les enfants, comment ça fonctionne finalement pour contribuer à ce développement des compétences psychosociales. Dans cette première méta-analyse, ce qui avait été mis en évidence et qui était important pour nous, notamment en tant que chercheurs, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, on voit que les effets qui sont observés passent bien par une augmentation des compétences psychosociales, donc sociales, cognitives, émotionnelles. Donc il y a bien des effets de ces interventions sur les compétences psychosociales qui vont permettre d'agir sur différentes caractéristiques, donc déjà sur les représentations de soi, l'estime de soi, les attitudes aussi envers les autres, donc l'attitude qu'on a envers les enseignants, et les croyances prosociales. Alors pourquoi c'est important? Parce que notamment en France, on a encore cette représentation que les compétences sociales, et en particulier la coopération, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus utile dans une société de la compétition. Donc on est dans un système scolaire et un système par la suite au travail, on est encore très centré sur cette compétition, même si on essaye de s'améliorer sur différents points. Ce qui ressort notamment d'une enquête qui a été menée auprès des enseignants en France, c'est que lorsqu'on décrit des élèves comme étant coopératifs, ils vont être considérés comme ayant moins de chances de réussir sur le plan scolaire et moins de chances de réussir dans la vie. C'est-à-dire que c'est une compétence qui est encore aujourd'hui faiblement valorisée. Donc on comprend aussi pourquoi finalement les enseignants sont plus frileux pour aller du côté du travail collaboratif, etc. Je vous donne un exemple très récent. Une de mes étudiantes du Master 2 de psychologie, qui était enseignante avant, elle a fait son stage dans les établissements scolaires cette année et elle a proposé à des enseignants de collège de les accompagner pour repenser, retravailler des séquences pédagogiques en étant plus sur le développement des compétences psychosociales dans le cadre des séquences pédagogiques, donc notamment en utilisant le travail collaboratif. Donc plusieurs enseignants se sont intéressés à cette question, se sont inscrits à cette formation et cet accompagnement dans les classes. Et très franchement, une partie des enseignants ont dit « Bon, moi au départ, j'y croyais pas trop, enfin, j'imagine bien que c'est plus sympa pour les élèves, donc on veut bien en faire un petit peu. » Donc ils ont choisi chacun 3 séquences, 3 cours sur toute l'année, où ils étaient d'accord de faire ces séquences collaboratives. Et ils ont dit, bon voilà, ça permet de maintenir un peu la motivation, c'est sympa pour eux, mais après on ne peut pas faire ça tout le temps parce qu'en termes de résultats, forcément, ça va être compliqué. Et en fait, à leur grande surprise, lorsqu'ils ont évalué ces séquences pédagogiques, les élèves ont mieux réussi que les années précédentes sur les mêmes séquences. Et donc finalement, il ne manquait pas grand-chose, je dirais, puisqu'ils ont fait 3 cours en fait, où ils ont changé cette pédagogie. Et ils se sont aperçus de plusieurs choses. C'est que d'une part, en travaillant sur ces compétences psychosociales, puisque donc ils étaient à 2 à co-animer, donc il y avait l'intervenante qui aidait aussi à
permettre le développement des compétences psychosociales dans le cadre des séquences de travail collaboratif. L'enseignante s'est aperçue que d'une part, ça permettait effectivement beaucoup plus d'engagement dans le travail. Donc il n'y avait pas des élèves qui soupiraient, qui soufflaient, qui n'ouvraient pas les cahiers, etc. Ça lui permettait à elle d'accompagner mieux les élèves qui en avaient le plus besoin, au lieu d'être dans le contrôle de « il ne faut pas faire de bruit, arrête d'embêter le voisin, etc. » En fait, ils étaient vraiment dans l'accompagnement de certains élèves. Et ils se sont aperçus que les élèves eux-mêmes étaient beaucoup plus fiers de ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que dans le travail collaboratif, ils avaient produit des choses, ils avaient produit des vidéos, par exemple, dans certains cours, et ils avaient envie de montrer ces vidéos aux autres classes, à leurs parents, et donc de partager les savoirs qu'ils avaient acquis sur, pour vous dire, ça n'avait rien de très attractif au départ pour eux, c'était des fractions. Donc, ou bien c'était sur le travail d'observation en sciences. Donc, voilà, ce n'était pas en soi des thèmes fantastiques pour eux, mais au final, ils ont été très intéressés par les séquences et par la diffusion des savoirs par la suite. Donc, ça pour vous dire que lorsqu'on fait des ateliers sur les compétences psychosociales, ça permet aussi cette prise de conscience que finalement, les compétences de collaboration, ça permet de vivre différemment à l'école, de vivre différemment dans son quotidien aussi en dehors de l'école. Et donc, ça modifie cette croyance qu'il faut être dans la compétition pour réussir dans la vie, pour aller bien, pour faire ce qu'on veut. Finalement, la coopération, c'est une dimension fondamentale de ce bien-être. Ces programmes permettent donc aussi d'améliorer la qualité des relations, notamment grâce aux compétences sociales, donc la relation au pair, la relation aux enseignants, et donc de diminuer les situations de violence, de harcèlement, d'exclusion scolaire. Alors, ce que je voulais vous montrer plus spécifiquement par rapport à ce tableau, c'est qu'on n'a pas les mêmes effets selon si c'est un intervenant extérieur qui fait le programme dans la classe, qui fait les ateliers, ou si c'est l'enseignant lui-même qui est formé et qui fait ses ateliers. Donc, quelques points simplement pour mettre en évidence cette différence. Lorsqu'il s'agit du développement des compétences psychosociales elles-mêmes, donc sociales, cognitives et émotionnelles, on a plus d'influence, on a plus d'impact lorsque c'est un intervenant extérieur. Et en fait, on peut le comprendre très bien. Ceux qui ont l'habitude d'intervenir et de former les enseignants en ont conscience, c'est que c'est très compliqué de changer de posture professionnelle. On a l'habitude et on a été formaté à faire des cours plutôt descendants. On a du savoir à transmettre et les autres, ils écoutent et on remplit le vase, comme on dit. et là, l'idée, c'est pas de remplir des vases avec des connaissances, c'est de permettre d'allumer le feu de ces élèves pour qu'ils puissent agir sur leur santé, agir sur leur orientation, etc. Donc, on n'est pas du tout dans cette même posture et c'est pas simple de changer de posture et c'est pas simple notamment parce qu'on va devoir jongler entre ces différentes postures, parce qu'il y a des moments où on est en atelier CPS, il y a des moments où on est en cours de maths et on n'a pas encore justement modifié la façon de mener ces cours, les modalités pédagogiques, etc. Donc, lorsqu'on est un intervenant extérieur, on n'a que cette casquette CPS, c'est beaucoup plus facile d'être vraiment dans cette posture, d'accompagner le développement de compétences, de permettre la parole de chacun, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on est vraiment dans une posture professionnelle très différente et donc ça a plus d'impact. D'où l'importance de réfléchir à comment on forme les professionnels de l'éducation, que ce soit l'éducation spécialisée mais surtout dans l'éducation nationale, comment on forme ces professionnels pour qu'on puisse augmenter peut-être encore cet impact sur les CPS au quotidien. Alors, notamment parce que, par ailleurs, on voit que sur l'autre dimension qui est surlignée, en termes d'effet sur la qualité des relations, on a plus d'effet lorsque c'est l'enseignant qui intervient, puisque lui, il est présent tout au long de l'année et plusieurs fois par semaine. Donc, il peut relayer ce travail sur les CPS en dehors des ateliers CPS. Et donc, il peut aussi reprendre ces éléments quand il y a des tensions dans la classe, quand il y a des problèmes à la récréation, etc. Il peut revenir dessus à travers le prisme des CPS. Donc, l'influence sur les relations, sur le climat scolaire est plus important quand c'est l'enseignant qui intervient. D'où l'intérêt de se dire, alors c'est bien d'avoir des professionnels qui viennent accompagner les enseignants pour qu'ils prennent confiance, pour pouvoir mettre en œuvre ces ateliers, mais c'est vraiment important
que ce soit l'Éducation nationale, ce qui est le cas aujourd'hui, qui se saisisse de cette question et qui ne fasse pas seulement appel à des associations pour intervenir dans les classes. Tout à l'heure, vous disiez, dans l'introduction, il a été évoqué le fait qu'on n'a plus besoin de convaincre aujourd'hui, on a tellement d'études, Doriane a dit, il y a tellement de recherches qui ont été faites que maintenant, voilà, tout le monde sait que les CPS, c'est utile. Mais en fait, dans beaucoup de contextes, on doit encore convaincre, pour différentes raisons, que ce soit les enseignants, les chefs d'établissement ou les parents, même si aujourd'hui, ça fait partie des orientations de l'éducation nationale, notamment dans le cadre du parcours éducatif de santé, dans le cadre des cours sur la citoyenneté, etc. On voit bien que ça rentre dans beaucoup de cases aujourd'hui, mais il y a encore des personnes qui considèrent que c'est une perte de temps. Et donc, il peut y avoir des freins. Et on le voit dans les formations. Tout à l'heure, on a cité le programme Unplugged, donc de prévention des addictions par le développement des CPS. Au début, quand on a commencé à donner ces formations dans le cadre du plan académique de formation, on nous a demandé aussi des formations établissements, donc venir former tout un établissement. Et là, quand on vient former tout un établissement, eh bien, en fait, il y a aussi des enseignants qui ne souhaitent pas être formés ou qui ne souhaitent pas proposer ce type d'atelier dans leur classe. Et pour différentes raisons, on pourra y revenir, mais donc notamment parce qu'ils disent on a déjà du mal à finir le programme, donc si en plus on nous enlève 12 heures dans le programme, vous imaginez bien que ça va être très compliqué pour nous. D'où l'intérêt aussi de ces études qui ont pu mettre en évidence des effets non seulement sur la santé mentale, avec une réduction de la détresse psychologique, qui va permettre donc une meilleure disponibilité pour les apprentissages, mais aussi donc des effets sur les performances scolaires qui vont être améliorées lorsqu'on a suivi des programmes CPS. Donc au niveau des méta-analyses qui ont suivi cette première grande méta-analyse, elles ont cherché à identifier les effets dans la durée. Donc dans la première méta-analyse de Durlac, on sait aussi que ce sont des interventions qui en moyenne étaient assez longues par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en France. Je vous disais, le programme Unplugged, 12 séances, déjà, ça semble quasiment impossible pour une partie des établissements. Et on en est à travailler sur un programme 8 séances parce que ça leur semblait plus réaliste. Mais là, vous voyez qu'on est en moyenne sur des durées de 40 séances. Donc, si on veut avoir les effets tels que je vous les ai présentés, bien, on a tout intérêt à reproduire les programmes d'année en année, c'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot, c'est pas on vient faire ça en maternelle et après c'est bon pour le reste de la scolarité, puisqu'en fait, l'enfant et ses compétences cognitives notamment vont évoluer avec le temps, et donc les ateliers CPS s'adaptent au développement de l'enfant. Donc on ne travaille pas de la même manière sur les compétences émotionnelles en maternelle qu'en école élémentaire, au collège et au lycée. Donc à chaque période de développement de l'enfant, c'est utile de revenir sur le développement des CPS avec donc des programmes qui peuvent avoir lieu à différents moments de cette scolarité. Pour l'instant, on n'a pas vraiment suffisamment de recul et de recherche qui permettent de nous dire à quel âge exactement ce serait mieux d'intervenir. Donc ça, c'est des expérimentations qu'on aimerait bien mettre en place pour savoir s'il y a des moments clés, on devrait plus être sur les compétences émotionnelles, d'autres moments plus sur les compétences cognitives, qu'est-ce qui est le plus important au moment de la transition vers la 6e, etc. Donc ça, c'est des recherches encore à mener. Mais la méta-analyse de Taylor a notamment pu mettre en évidence les effets durables. Donc lorsqu'on fait un programme, même si ce n'est pas forcément 40 séances, si on revient sur les programmes de minimum 10 séances, donc entre 10 et 12, on a des effets qui perdurent, donc, qui ont été mesurés jusqu'à 4 ans après. Dans cette méta-analyse, ils ont rassemblé des études avec au total plus de 90 000 élèves, où ils ont mis en évidence que tous ces effets sont maintenus jusqu'à 4 ans après l'intervention. Donc on n'est pas obligé de faire tous les ans non plus. On peut aussi se dire, on fait une fois par cycle, par exemple. Et puis, dans la dernière méta-analyse publiée sur le développement des CPS, il y a plusieurs points clés sur lesquels je voulais revenir avec vous pour échanger à ce sujet. C'est la question de la formation des professionnels. Donc, ce qui a été mis en évidence, c'est que les interventions sont plus efficaces lorsque les professionnels ont suivi une formation approfondie. Alors, c'est important parce que d'un côté,
On a le challenge de former tous les enseignants de l'éducation nationale parce que ça fait partie des orientations et que beaucoup ont envie de s'y mettre. Donc, ils achètent des livres, etc. Et ils essayent. Il y a des kits qu'on peut télécharger gratuitement en ligne, donc ils les téléchargent et puis ils essayent. Donc, même si dans les kits, on a essayé de mettre un certain nombre de recommandations sur comment développer cette posture professionnelle, ce n'est pas simple tout seul. Et donc, cette question de la formation approfondie, elle porte notamment sur l'explicitation des mécanismes. On a vu qu'il y avait des effets intéressants, mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est le plus important, en fait, dans ces ateliers CPS? Et notamment, c'est la question qu'on s'est posée quand on a adapté le programme Unplug, donc, là, qui est un programme en cours sur l'Académie de Grenoble. On s'est dit, OK, ils ne peuvent pas faire 12 séances. Qu'est-ce qu'on doit garder comme élément clé pour, en 8 séances, avoir autant d'effets qu'en 12. Donc, c'est vraiment cette question des mécanismes. Et plus l'enseignant ou l'intervenant est formé à la compréhension de ces mécanismes, plus il peut les activer dans le cadre des ateliers, même si souvent, d'ailleurs, on n'a pas le temps de faire tout ce qui est écrit dans le manuel. Donc, on se dit, voilà, on a passé plus de temps sur cette activité, il y en a une autre qui passe à la trappe, est-ce que c'est grave ? Eh bien, en fait, non, parce que ce qui compte, c'est le développement des compétences en séance. Ce n'est pas le fait d'avoir fait forcément toutes les activités, c'est tout ce que les élèves apportent dans ces séquences. Donc, si ça prend plus de temps, c'est probablement que les élèves ont apporté beaucoup, ont échangé beaucoup entre eux et donc ont développé ces compétences pendant l'atelier. Ce que montrent les recherches, alors c'est plus dans le champ de la psychothérapie, mais c'est qu'on ne doit pas suivre un manuel à la lettre. C'est plus efficace lorsqu'on suit un manuel, mais qu'on s'adapte au groupe. Et donc, c'est pareil dans la prévention. Finalement, on va s'adapter à chaque groupe classe, à leur spécificité, à leur motivation, à leur âge, etc. Et donc, on ne va pas forcément faire tous les exercices, on ne va pas les faire de la même façon. Et ce n'est pas grave. Cette flexibilité, elle est aussi essentielle pour la réussite, pour l'efficacité de l'intervention. Donc, cette connaissance approfondie des mécanismes et de la manière d'activer les processus psychologiques ciblés, elle nécessite notamment un suivi dans l'intervention. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir des formations pendant 2 jours, 3 jours, on voit les enseignants, puis après ils retournent dans leur classe. Il y a vraiment cette mise en œuvre qui n'est pas simple et déjà qui nécessite d'avoir suffisamment de sentiments de compétence soi-même en tant que professionnel. Et on voit que les enseignants souvent disent « Bon, c'était vraiment intéressant cette formation, mais en fait, je ne me sens pas capable encore ». Et donc, la co-animation, c'est vraiment une façon très efficace d'augmenter ce sentiment de compétence. En fait, les enseignants ont déjà énormément de compétences, mais ils n'ont pas forcément l'habitude de faire les choses avec cette posture professionnelle différente. Donc, c'est plus une histoire de confiance que de compétences de base, on va dire. C'est une compréhension des mécanismes, sur quoi on peut agir quand on est avec les élèves dans l'interaction, et comment après je me sens autorisée à faire de cette manière-là, alors que j'ai eu des modèles de rôle tellement différents pendant toute ma scolarité, pendant mon stage d'enseignant, et autour de moi, je n'ai pas l'impression que les autres font ça non plus. Donc voilà, c'est assez inconfortable pour les enseignants de se retrouver dans cette situation. Un dernier point qui est important, tout à l'heure je vous disais, les Français étaient un peu réfractaires au fait qu'on importe des programmes qui viennent de l'étranger, et d'un côté, je pense que sur le plan de la recherche, la remise en question de la recherche internationale, dire ces données, elles ne concernent pas la France, donc ça ne s'applique pas à nous, ça je pense que c'est un peu exagéré. Mais par contre, effectivement, l'adaptation culturelle des programmes, elle est très importante parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes représentations selon les cultures dans lesquelles on évolue. Et donc, des programmes qui arrivent directement des États-Unis, eh bien, il y a des choses qui ne correspondent pas forcément aux valeurs des professionnels en France, des parents ou des élèves, qui ne correspondent pas à des façons de voir les choses, donc à des représentations. Et de ce fait-là, c'est vraiment utile de faire cette adaptation culturelle. On s'en était aperçu avec les collègues de Santé publique France, notamment Béatrice Lambois, que vous verrez demain, quand on a importé, entre guillemets, un programme qui s'appelle PSFP, donc c'est Strengthening Families Program, c'est un programme de soutien à la parentalité, et on a voulu former des travailleurs sociaux à ce programme, et on s'est aperçu très rapidement que ça ne collait pas. Il y avait énormément de résistance, alors on appellerait plus ça de la résistance, mais en tout cas il y avait
des signaux nous disant que ça ne correspondait pas ni à leur pratique professionnelle, ni à leur représentation, et donc ni à leur motivation à pouvoir mettre en œuvre ce programme. Et il n'y avait pas encore eu de recherche sur l'importance de l'adaptation culturelle, donc on avait mis un peu en stand-by le programme en réfléchissant à comment faire, et donc on a retiré certains éléments, notamment qui sont très liés au conditionnement par récompense. Donc le fait de, quand l'enfant fait un bon comportement, on va le récompenser. Ça, c'était quelque chose qui ne collait pas du tout avec les valeurs des travailleurs sociaux en France. Donc on a retiré une partie de ces aspects du programme. Et depuis, il y a un déploiement dans plusieurs régions de ce programme PSFP avec une évaluation d'efficacité qui montre que c'est un programme très utile, mais il a été adapté culturellement. Donc il y a vraiment aussi cette attention lorsqu'on prend des programmes, même si ça vient du Québec, on se sent peut-être plus proche des Québécois, eh bien il y a quand même des différences culturelles qui doivent être prises en compte pour pouvoir permettre une efficacité. Alors, comment développer les compétences psychosociales? Tout à l'heure, en introduction aussi, ça a été mentionné brièvement. On peut agir de différentes façons. Tout d'abord, à travers les modèles de rôle que sont les adultes autour des enfants et des jeunes. On a l'habitude de penser CPS égale atelier CPS, et ça, effectivement, c'est la deuxième façon de développer les compétences psychosociales. C'est un atelier par compétence. On va travailler sur l'identification des émotions, la compréhension des émotions, l'expression des émotions, etc. Donc, chaque atelier porte sur une séquence pédagogique en lien avec une compétence. Mais, en fait, on peut aussi agir simplement en étant soi-même, en tant qu'adulte, un modèle de rôle. Alors sans prétention, hein, bien sûr, mais c'est juste qu'on est, qu'on le veuille ou non, on est des exemples. Et moi, je travaille beaucoup dans le soutien à la parentalité. Eh bien, en tant que parent, on n'est pas forcément des très bons modèles de régulation des émotions. C'est-à-dire que quand l'enfant, à répétition, ne nous écoute pas, eh bien, rapidement, on va déborder, on va se mettre en colère, voire utiliser des châtiments corporels, puisque c'est encore très fréquent en France et communément accepté. Donc les violences éducatives ordinaires, elles sont très liées à cette question de la régulation des émotions. Et on a tout intérêt finalement à pouvoir soi-même en tant que parent travailler ces compétences émotionnelles et pouvoir les expliciter aux yeux de l'enfant. C'est-à-dire que quand je sens que la colère monte, je peux repérer certains signaux et les dire. Tiens, là je vois que quand tu fais comme ça, quand tu as ce comportement-là, moi ça me fait le cœur qui se met à battre très vite, d'un seul coup j'ai très chaud et je sens que je vais me mettre en colère et du coup je pense que c'est peut-être pas une bonne idée que je me mette en colère, je vais plutôt aller dans la pièce à côté, 5 minutes, il faut me laisser tranquille et après je reviens, on en reparle. Et donc le fait d'être ce modèle-là, cet exemple-là, plutôt que de crier et frapper, eh bien ça l'entraîne lui aussi à travers notamment les neurones miroirs, mais simplement à travers le suivi de cet exemple, à faire la même chose lorsque lui se retrouve dans cette situation où il sent que d'un seul coup, il commence à avoir chaud, le cœur qui bat, qu'il va s'énerver, il y a un coup qui va partir, mais en fait, on peut faire autrement. Donc ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle on pourrait probablement travailler davantage, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'intervient plus seulement pour des ateliers CPS auprès des élèves, d'ailleurs on le fait beaucoup moins en tant que chercheur, on intervient beaucoup sur le personnel de l'éducation nationale et les parents et les travailleurs sociaux. Troisième façon de développer les compétences psychosociales, c'est plutôt que de faire une compétence par atelier, comme c'est le cas dans les CPS, programmes CPS classiques, on peut proposer des pratiques d'attention, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, des pratiques de psychologie positive qui vont permettre d'agir de manière transversale sur plusieurs CPS en même temps. Alors même si les CPS elles sont de toute façon en partie liées les unes aux autres, hein, donc on travaille sur les compétences émotionnelles, ça va aider aussi au développement des compétences sociales. Mais je vais vous expliquer plus en détail comment fonctionne ce travail sur les compétences et leur développement transversal. Alors juste un mot avant de rentrer plus en détail sur le développement de ces CPS. La première note qui avait été rédigée par le CESEN, donc le Conseil scientifique de l'éducation nationale, portait sur la recherche translationnelle en éducation. Alors peut-être on peut être surpris et se dire « Ah bon, mais pourquoi ils n'ont pas fait d'abord une note sur la concentration, sur l'activité physique à l'école, sur l'importance du sommeil, etc. » En fait, ils ont commencé par là,
parce qu'il y a encore justement beaucoup de freins en France sur l'evidence-based education, c'est-à-dire on s'appuie sur la recherche pour se dire en fait ça ce serait très utile dans l'éducation. Il y a encore beaucoup de méfiance par rapport à la recherche en France, où quand on parle de recherche, pour certains ça active des représentations qui sont liées à de la recherche fondamentale en laboratoire avec des rats, etc. Ils disent que les humains ne sont pas des rats. Ça, c'est parfois les réactions qu'on a quand on présente des données de la recherche. On y dit oui, mais les humains ne sont pas des rats. Et pourtant, ces recherches sont bien menées sur des humains, mais il y a cette difficulté à se dire si ça vient de la recherche, ça peut être utile sur le terrain parce qu'il n'y a pas eu assez de recherche-action dans le passé, il n'y a pas eu assez de liens entre chercheurs et professionnels. Et donc, il y a une sorte de méfiance. Et donc, cette première note du CESEN, je vous encourage à la lire si vous êtes dans le champ de l'evidence-based education, donc le travail sur comment on peut s'appuyer sur la recherche pour développer des interventions efficaces. C'est vraiment une façon de pouvoir mieux comprendre en fait l'importance de s'appuyer sur des recherches plutôt que sur juste son intuition personnelle. On sait aujourd'hui, par exemple, à l'Éducation nationale, il y a des pratiques très diffusées qui ne sont absolument pas scientifiquement validées, comme la brain gym. Donc tout le monde se dit, brain gym, c'est génial, ça permet les connexions entre les deux hémisphères, etc., et des formations au plan académique, alors que ça repose sur un neuromythe. Donc l'idée de faire de la recherche translationnelle, c'est de ne pas partir de tout et n'importe quoi, mais de se dire, alors oui, l'activité physique en classe et les classes actives, ça c'est très utile. Par contre, la brain gym, voilà, ça est basé sur un neuromythe, donc ça est basé sur une théorie fausse, mais on peut faire des mouvements croisés, il n'y a pas de souci, c'est très utile de faire des mouvements croisés, mais simplement savoir sur quel mécanisme on agit, c'est beaucoup plus utile que d'avoir des fausses croyances. Donc c'était vraiment ça l'objectif de cette première note du CESEN, que je vous encourage à aller regarder de plus près. Alors, donc sur ce travail sur l'apprentissage social des compétences psychosociales par imitation des modèles de rôle, et puis sur le travail sur les modalités pédagogiques, je vous disais, je parlais du travail collaboratif qui est encore insuffisamment utilisé aujourd'hui, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi au travail par la suite quand on est adulte. Donc, on peut vraiment travailler sur ces aspects-là. Je vous ai présenté juste un exemple d'un programme où justement quand on s'était aperçu que finalement agir avec un professionnel extérieur qui vient faire des ateliers CPS ou des ateliers de pratique d'attention dans les classes, on a des effets, mais les effets sont moins importants que l'influence de l'enseignant et que l'influence de la famille. On s'est dit, ben là, il faut vraiment qu'on agisse à différents niveaux. On ne peut pas être que sur le niveau élève. Et donc, on a proposé ce programme. Alors, bien sûr, la porte d'entrée, pour quand même intéresser les enseignants à s'inscrire à une formation, c'est la motivation des élèves. C'est vraiment une porte d'entrée importante aujourd'hui, en particulier au collège, où on sait qu'il y a une chute importante de la motivation entre la 6e et la 3e. Et donc, les enseignants essayent vraiment de trouver des moyens de maintenir cette motivation des élèves, malgré des programmes très chargés, peu de réponses à leurs besoins psychologiques fondamentaux d'autonomie, etc. Donc, voilà, ils essayent de trouver des pistes qui peuvent aider à maintenir cette motivation. Donc c'est une première porte d'entrée. Et la question aussi plus large du bien-être à l'école, à la fois le bien-être des personnels et le bien-être des élèves, qui est primordial aujourd'hui et encore plus depuis la situation de crise sanitaire. Donc on a pris un peu cette porte d'entrée pour essayer de travailler sur la question des compétences psychosociales aussi du point de vue de l'enseignant. Alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est un programme qui s'appelle ProMob. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet. On avait développé dans le cadre de l'Institut Carnot, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était un appel à projet auquel on avait répondu avec Damien Tessier en réponse à des besoins émergents de l'éducation nationale. Donc, dans cette formation, au départ, c'était une formation sur 2 jours et demi, où d'abord on abordait la question des grands principes autour de la motivation, comment favoriser la motivation des élèves tout au long de leur scolarité, mais donc notamment en particulier au collège, en prenant en compte au mieux, en répondant au mieux aux besoins psychologiques fondamentaux. Qu'est-ce que c'est ces besoins psychologiques fondamentaux?
c'est d'une part le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire d'être acteur de ses apprentissages, d'être acteur de ses choix. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place à cette dimension dans le collège en France aujourd'hui, c'est-à-dire que du matin au soir, on leur dit maintenant vous sortez tel cahier, tel stylo, vous surlignez en telle couleur, mais pas telle autre. Maintenant vous rangez ça, vous sortez tel autre. Après vous passez dans l'autre cours et c'est la même chose. Quand vous rentrez, vous allez faire vos devoirs, la douche, le repas et au dodo. Et on se demande bien où ils vont trouver de l'espace pour l'autonomie. Et après, on est surpris qu'il y ait beaucoup de troubles des conduites, qui font des choses dans le dos, etc. Mais tout ça, c'est leur partie de l'autonomie, puisqu'on n'a pas laissé beaucoup de marge sur ces aspects. Ce que montrent les recherches sur, ça vient de la théorie de l'autodétermination, les recherches qui ont été menées depuis 40 ans, qui utilisent ce modèle des besoins psychologiques fondamentaux, montrent que plus on va laisser d'espace pour cette autonomie, plus ça va diminuer les troubles du comportement. Donc la première question à se poser, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, c'est comment on va faire pour répondre mieux à ce besoin d'autonomie. Le deuxième besoin, c'est le sentiment de compétence. Là aussi, on est en train de s'améliorer, on va dire, au niveau de l'éducation, mais on part de loin. C'est-à-dire qu'on a cette représentation qui est que pour que quelqu'un progresse, il faut lui montrer ce qu'il n'arrive pas à faire. Il faut lui montrer ses points faibles. Et plus il est faible, plus il faut le secouer en lui montrant vraiment que là, il est tellement nul qu'il va falloir qu'il se réveille. Donc, on met vraiment une mauvaise note pour qu'il se réveille. Et en fait, ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire que les mauvaises notes vont générer une démobilisation, une perte du sentiment de compétence et un décrochage. Donc, on a exactement l'effet inverse de ce qui est souhaité. L'électrochoc ne fonctionne pas et ne fonctionne pas quel que soit l'âge. Donc, il y a énormément de recherches sur cette question des notes et de la façon d'évaluer et de commenter. Donc, les appréciations qu'on met sur les bulletins, etc., ont des effets très démobilisants et diminuent très fortement le sentiment de compétence, qui est un des besoins psychologiques fondamentaux et qui est le principal déterminant de l'engagement dans les apprentissages. Donc là, il y a vraiment des aspects très importants, très en lien avec la motivation aussi. Et puis le troisième besoin psychologique fondamental, c'est le sentiment de proximité relationnelle, le sentiment d'être apprécié, d'être proche des autres, à la fois des autres élèves, mais aussi des enseignants. Et en fait, cette question de la relation enseignant-élève et de la proximité relationnelle enseignant-élève, c'est un tabou en France. Il y a une recherche qui a été menée, une thèse qui a été faite par Maëlle Vira, que vous pouvez trouver, qui a publié son livre chez Odile Jacob, qui s'appelle « Aimer les élèves ». Et effectivement, on ne s'autorise pas en fait cette proximité relationnelle. On nous a appris en tant que professionnels, en tant que psychologue aussi, à développer la juste distance. Il faut cette juste distance. Donc on a en tête le mot distance. Donc il faut rester à distance. C'est ça qu'on a compris. Et donc, au lieu d'être dans une bonne proximité, on est dans la distance pour être sûr qu'ils ne nous confondent pas avec un copain. Mais ils ne nous confondent jamais avec un copain. Ils n'ont pas envie d'être copains avec nous. Et ils ont bien compris que, dans tous les cas, c'est nous qui notons les copies, etc. Donc il n'y a pas de confusion. Mais on a cette crainte que si jamais on en venait à être un peu trop sympa ou un peu trop proche, après ils s'attendraient à ce qu'on leur mette forcément des bonnes notes même quand ils n'ont rien fait, etc. Donc il y a vraiment cette crainte très présente qui fait qu'on se coupe du premier moteur de motivation, puisque vous avez certainement vous-même expérimenté cette situation en tant qu'élève, où peut-être il y avait une matière qui ne vous intéressait pas beaucoup a priori, mais le prof était tellement chouette, tellement à l'écoute des élèves, motivant, proche des élèves, que du coup vous avez aimé cette matière. Et inversement, peut-être vous étiez passionné d'une matière, et puis l'année suivante, vous vous retrouvez avec un enseignant qui a mis très fort cette distance, avec donc une froideur, un ton sec, remettre chacun à sa place, etc., prendre les carnets dès qu'il y a un bruit. Eh bien, cette façon de faire, elle a toutes les chances de démobiliser même les élèves les plus passionnés. Donc, c'est le troisième besoin psychologique fondamental, moteur de la motivation. Donc, on va du coup travailler avec les enseignants sur cette compréhension. Finalement, comment, dans les séquences pédagogiques, on peut mieux répondre à ces besoins psychologiques fondamentaux. Et ce que montrent les recherches, c'est que ça va non seulement augmenter la motivation, mais aussi le bien-être des élèves, le sens au travail pour les enseignants et le développement des compétences psychosociales. En fait, ça permet un contexte favorable au développement des compétences psychosociales. Donc, pour nous, c'est une base.
Et on a pris la porte d'entrée de la motivation, mais en fait, ça offre aussi une base pour ce développement des CPS. Dans un deuxième temps, on travaille sur la question des émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que c'était utile et pertinent de travailler sur la réponse aux besoins psychologiques fondamentaux dans la classe, on s'aperçoit que dans les faits, on n'y arrive pas, puisque une fois qu'on a essayé de permettre un peu plus de choix, on leur dit vous voulez commencer plutôt par tel exercice, ou est-ce qu'on commence plus par la théorie, plus par l'expérimentation, donc on leur propose des choix. Et là, on s'aperçoit que c'est le bazar dans la classe, que personne n'écoute. Et d'un seul coup, les émotions sont activées, et elles le sont du matin au soir, en particulier dans le contexte de l'enseignement, et qu'on ne sait pas comment faire avec cette intensité émotionnelle, autrement que crier, ramasser les carnets, punir. On n'a pas d'autres outils qu'on aurait pu développer dans le cadre de la formation à la gestion de classe, puisque pour l'instant, il y a 2 heures de cours de gestion de classe dans certaines INSPE quand ils ont de la chance, mais sinon, on considère qu'on apprend la gestion de classe en stage, et donc, en fait, on apprend en imitant ce qu'on voit, c'est-à-dire prendre les carnets, punir, conseil de classe, etc. En majorité, hein, je caricature, mais c'est pour vous dire un peu d'où on vient, où on essaye d'aller. Donc, on prend conscience de l'importance de la gestion des émotions de nous en tant qu'adultes. Et ensuite, on peut du coup arriver sur comment on peut développer ces capacités à gérer les émotions qui vont être utiles à la fois pour vous dans ces moments que vous avez repérés, mais aussi pour les élèves, parce que c'est des choses que vous pourrez transmettre à vos élèves. Et donc on part finalement de ce développement des compétences psychosociales de l'enseignant dans une perspective qu'il pourra aussi transmettre ça, et il peut aussi expliciter les processus qu'il met en œuvre quand il régule les émotions, le stress, etc., pour que les élèves puissent apprendre comme on le fait avec les parents. Et donc, dans un troisième temps de formation, on leur propose différentes pratiques d'attention, j'y reviendrai, des pratiques issues du champ des recherches sur la pleine conscience, qui peuvent permettre donc une meilleure régulation des émotions. Et puis ensuite, on propose de développer, par petits groupes, les enseignants développent des séquences pédagogiques où ils vont essayer de mieux répondre à l'un des besoins psychologiques. Donc, ils peuvent choisir soit la proximité relationnelle, soit sentiment de compétence, soit autonomie. Réfléchir comment intégrer ça davantage dans les séquences pédagogiques. Et on s'est aperçu, donc, avec cette formation sur 2 fois une journée et puis une demi-journée par la suite, ça permettait donc non seulement d'augmenter la satisfaction professionnelle, mais de développer donc, petit à petit les compétences de régulation des émotions des enseignants. Et puis, dans l'étude, on a aussi mesuré les effets sur les élèves. Donc, ça améliore la motivation autonome des élèves, la motivation intrinsèque des élèves. Donc, ça, c'était un format 2 jours et demi. Et ce que nous ont dit les enseignants, c'est qu'ils ont bien perçu l'utilité de ces pratiques pour eux-mêmes, mais ils ne se sentaient pas suffisamment compétents pour pouvoir transmettre ces pratiques à leurs élèves. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de formation approfondie, ben c'est ça, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on commence par un travail sur les CPS des professionnels ou des parents, et ensuite, on peut aller plus loin si on souhaite les aider à développer ces compétences avec les autres. Donc, par la suite, il y a un DU, un diplôme universitaire, promotion de la motivation et du bien-être à l'école, qui a été ouvert par Damien Tessier pour pouvoir proposer une formation de 2 semaines où, à la sortie, les enseignants et les infirmières scolaires, les CPE, etc., se sentent capables d'intervenir dans les classes. Donc, intervenir dans les classes, c'est notamment à travers des ateliers compétences psychosociales, où là, on va cibler des compétences spécifiques. On n'est pas obligé de cibler toutes les compétences qu'on a répertoriées dans la classification. On peut aussi se dire, selon l'âge, selon les objectifs, selon les besoins de cette classe ou de cet établissement scolaire, on va cibler en priorité ces 3 CPS-là, par exemple, qui sont interreliés, mais voilà, qui sont plus importantes peut-être aujourd'hui. Alors, il existe différents programmes auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement, qui ont été évalués et qui ont montré leur efficacité en France. Donc, le programme PRODAS, que vous connaissez peut-être, le programme Strong, Unplugged, dont on a parlé, qui est développé sur plusieurs académies. Donc, que vous pourrez trouver notamment sur le site de l'OTCRA, c'est l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent. Vous pouvez télécharger le manuel d'Unplugged, le manuel intervenant, le livret pour les participants,
où vous pouvez du coup regarder de plus près ces différents ateliers, à chaque fois sur des compétences psychosociales. On a aussi répertorié pour l'école élémentaire les différentes pratiques de développement des compétences psychosociales dans le cadre d'un livre pour pouvoir les rendre accessibles en permettant finalement aux enseignants qui n'ont pas encore pu bénéficier d'une formation de pouvoir tout de même commencer à faire des pratiques dans les classes. Et puis pendant la période de confinement, le premier confinement, avec des anciens étudiants du DU CPS à Grenoble, ils ont en fait rassemblé différentes associations, différents chercheurs spécialisés dans les CPS pour rassembler tous ces outils et les mettre en libre accès pour les professionnels de l'éducation. Donc il y a des kits pour les maternelles, l'école élémentaire, les collégiens lycéens, pour les enseignants eux-mêmes et pour les parents, pour les familles, pour qu'ils puissent aussi relayer ces pratiques. Donc c'est un site qui visiblement répondait à un fort besoin qui a été développé par l'association Essentiel. Et à la sortie donc, du premier confinement, il y a eu, et puis la rentrée scolaire suivante, il y a eu un peu 15 000 téléchargements d'enseignants qui ont souhaité pouvoir mettre en place ce type de pratique dans leur classe. Donc l'idée, c'est comment on va pouvoir ensuite accompagner ce développement des CPS. Il y a des outils en libre accès, il y a des orientations de l'éducation nationale, et ensuite à nous, en tant que professionnels et chercheurs, d'accompagner au mieux ce développement de compétences. Troisième façon de développer les compétences psychosociales de manière transversale, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme d'habitude en bas en bleu foncé un atelier par compétence, par exemple sur compétences cognitives, on peut faire un atelier résolution de problèmes en 5 étapes. Sur les compétences émotionnelles, on peut faire un atelier, donc 1 heure sur identifier les émotions avec des mimes. On peut faire 1 heure sur comprendre les émotions, les besoins qui sont derrière. 1 heure sur exprimer les émotions de manière adaptée, les messages-jeux, etc. Donc ça, au bout de 10 heures, on a fait 1 heure par compétence pour 10 compétences et c'est efficace. C'est ce que montrent les méta-analyses, c'est très efficace. Mais on s'est aperçu en parallèle qu'il y avait d'autres pratiques qui étaient aussi très développées dans l'éducation nationale et qui se développent de plus en plus là, au cours des dernières années et qui permettaient aussi de développer ces mêmes compétences psychosociales et favoriser donc une meilleure santé mentale, une meilleure réussite scolaire, mais par d'autres biais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une compétence par atelier, on fait des pratiques de présence attentive. Alors, dans la recherche, ça s'appelle pleine conscience, mindfulness, mais nous, dans l'éducation, on parle de présence attentive, c'est un entraînement à être plus dans l'ici et maintenant. Et cette compétence, ce processus-là, ces pratiques de présence attentive vont permettre d'agir sur plusieurs processus psychologiques, comme par exemple la décentration, la capacité à observer la situation sous différents angles, au lieu d'être dans l'action un peu impulsive, etc. Je lance mon stylo, je me laisse distraire par tout ce qui se passe autour. Bien, on va recentrer l'attention dans l'ici et maintenant et apprendre à observer ce qui se passe à l'extérieur de soi, à l'intérieur de soi, sous différents angles. Et donc, ça va développer ce processus qu'on appelle la décentration. Et ce processus psychologique, il va agir sur les 3 catégories de CPS. C'est pour ça qu'on parle de transversal. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, bon, maintenant, on va appliquer la décentration à une dimension cognitive, on va appliquer la décentration aux émotions. C'est juste que ce travail d'observation, il va nous aider à mieux résoudre des problèmes. Donc, c'est une compétence CPS cognitive, puisque en regardant la situation sous différents angles, on est plus à même de trouver une solution adaptée. Ça va agir en parallèle sur des compétences d'ordre émotionnel, en particulier la régulation des émotions, puisqu'on est capable de prendre du recul au lieu d'être immergé dans son émotion et se laisser embarquer par le mouvement généré par l'émotion. Eh bien, on observe, on se dit, tiens, il y a un mouvement là qui est entraîné par cette émotion, mais en fait, je ne suis pas obligée de rentrer dans le mouvement. Je peux choisir juste d'observer. Et du coup, ça va diminuer l'intensité de l'émotion et le comportement impulsif qui aurait suivi habituellement. Ce processus de décentration, il agit aussi sur la 3e catégorie de CPS, des CPS sociales, notamment parce que ça permet de développer l'empathie, parce qu'on va être plus en mesure de prendre la perspective d'autrui au lieu de regarder toujours à travers son angle de vue. Donc, avec des pratiques de présence attentive, on va agir sur
ce processus psychologique, mais aussi sur d'autres, comme l'acceptation, l'attention, l'autocompassion, donc la bienveillance envers soi. Il y a différents processus qui sont activés dans ces pratiques, et donc au bout de 10 heures, où on a fait ces ateliers de présence attentive, on va avoir des effets sur l'ensemble des catégories des CPS, sur la santé mentale, sur la réussite éducative. Donc c'est un autre chemin pour arriver au développement des CPS, qui est aussi quelque chose de déjà très pratiqué dans l'éducation aujourd'hui. Alors juste pour vous dire quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas la présence attentive ou la pleine conscience, c'est un concept qui est issu du bouddhisme à la base et qui a été laïcisé. Donc les pratiques ont été laïcisées par Jon Kabat-Zinn, qui a défini la pleine conscience comme un état qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent. Donc on décide de porter son attention dans l'ici et maintenant et sans jugement. Alors peut-être c'est un abus de langage dans le sens où en fait le jugement il vient automatiquement. Mais on va chercher à lever le jugement, à observer le jugement, à se dire en fait ça c'est juste mon point de vue. Potentiellement c'est pas celui de l'autre et donc je peux laisser de côté et aller au contact de la réalité. De même, là on est en train de faire un travail sur les cantines. Quand on voit un aliment qui a une couleur ou une forme qu'on n'aime pas trop, direct on a un jugement et du coup on ne va pas le goûter. Donc on peut apprendre à observer ce jugement. Je me dis bah, et puis en plus j'ai entendu l'autre qui disait bah, et du coup je me dis bah aussi. Et en fait tout ça c'est juste des jugements et je peux laisser le jugement de côté et me dire bah, je vais aller voir comment elle est cette réalité. Donc c'est ça l'idée des pratiques de pleine conscience. Il y a un nombre croissant de recherches, donc actuellement plus de 2000 articles qui sortent chaque année, donc au total on a plus de 14 000 publications scientifiques sur les effets des pratiques de pleine conscience et sur les effets de ce trait de personnalité. Et donc de nombreuses méta-analyses qui montrent les bénéfices de ces pratiques dans différents contextes, à la fois donc, sur la santé physique et mentale, et dans le contexte scolaire, puisqu'on est sur cette question des CPS, notamment en lien avec les jeunes, on voit des effets. Donc, ce que montrent les méta-analyses, les synthèses de la littérature, c'est notamment des effets très importants sur la gestion des émotions. Et puis, bien sûr, des effets un peu moindres, mais sur l'attention, les performances cognitives et académiques, qui expliquent aussi pourquoi il y a eu cet engouement dans le contexte scolaire. Une diminution des comportements problématiques, une amélioration des compétences de résilience, du bien-être à l'école, et ce, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Donc, les études qui ont été menées chez les enseignants montrent que ça permet de diminuer les problématiques de santé mentale, notamment stress, anxiété, dépression, burn-out, sachant qu'aujourd'hui, on a un risque très fort de burn-out dans cette population. Alors, juste un mot, puisqu'il y a eu tout un débat autour de ces pratiques de pleine conscience, et on pourra en reparler après. Mais si vous voulez aller voir de plus près, je vous ai mis le lien vers la tribune dans Le Monde qu'on a écrite avec 150 chercheurs et médecins sur la méditation de pleine conscience à l'école, qui n'a rien à voir avec des pratiques ésotériques avec des odeurs d'encens. Il s'agit simplement d'être plus présent dans les gestes du quotidien et ne pas rentrer autant dans des comportements automatiques et impulsifs qui peuvent être délétères à la fois aux relations, à sa santé, aux apprentissages. Donc voilà, quand vous marchez dans la rue, vous pouvez simplement porter attention aux différents sons, à la sensation des pas sur le sol. Quand vous prenez le café, être attentif aux saveurs, aux pensées qui viennent à ce moment-là et puis pas vous laisser embarquer par ces pensées. Donc voilà, c'est différentes pratiques pour être plus dans l'ici et maintenant et notamment dans la relation aux enfants. Toujours dans les pratiques transversales, il y a un autre champ de recherche qui s'est développé en parallèle de la pleine conscience et des CPS. Donc, c'est 3 champs de recherche différents qui se rencontrent aujourd'hui autour de la question des CPS. Ce sont les pratiques de psychologie positive qui se développent aussi beaucoup dans le champ de l'éducation. On parle d'éducation positive, de parentalité positive. Et c'est vraiment des pratiques qui visent, d'une part, à contrecarrer ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est cette tendance naturelle de notre attention à être happée par tout ce qui ne va pas dans la réalité. Donc en priorité, on va voir, par exemple, dans une salle comme ça,
on va surtout être attentif à la personne qui baille. On se dit, c'est vraiment ennuyeux ce que je dis. Ou bien les personnes qui discutent entre elles, probablement à propos de la thématique, mais moi je me dis, c'est en train de dire des choses sur moi. Et du coup, ça va m'affecter et ça peut perturber ma concentration, ça peut m'affecter pendant le reste de la journée. Je me dis, vraiment, je ne devrais plus être enseignante parce que les gens ils baillent dans mes cours, etc. Et du coup, ça va me préoccuper. Le soir, j'aurai du mal à m'endormir. Tout ça, c'est lié au biais de négativité qui fait qu'on n'arrive pas à contrebalancer des informations perturbantes de la réalité par des informations satisfaisantes. Toutes les personnes qui sourient, qui rigolent, qui vous disent bonjour, qui vous aident dans votre quotidien, et bien ça, en fait, ça passe inaperçu à côté de la chose, la critique que vous avez eue de votre supérieur hiérarchique ce jour-là. Eh bien ça prend le pas sur tout le reste qui a été positif. Et donc, l'objectif des interventions de psychologie positive, c'est de nous aider à rééquilibrer notre regard sur la réalité. Pas voir que ce qui dysfonctionne chez soi, chez les autres, dans la vie de tous les jours, mais aussi voir le reste, mes compétences, mes ressources, sur quoi je peux m'appuyer. Même si je suis en difficulté, j'ai quand même traversé déjà toutes ces périodes difficiles, donc ça c'est des ressources que j'ai mobilisées dans tous ces moments-là. Et donc, dans les interventions en milieu scolaire notamment, ce qui a été mis en évidence, c'est que ces pratiques permettaient aussi d'agir sur les 3 catégories de CPS. Donc, vous avez toujours la ligne en bas, c'est les ateliers CPS classiques. On pourrait travailler sur un atelier sur la confiance en soi, un atelier sur la gestion de la collaboration en équipe, etc. Mais on peut aussi passer par des interventions de psychologie positive où là, avec un exercice, par exemple, le journal d'attention, on va proposer pendant 2 semaines de noter chaque soir 3 choses satisfaisantes qui se sont passées dans la journée. Et bien, simplement le fait de faire ce journal va permettre de diminuer le biais de négativité, de prendre plus en compte les interactions satisfaisantes de la journée, mes compétences, mes ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour les apprentissages, et donc va avoir des effets bénéfiques. Donc là, je vous donne juste un exemple. Donc, il y aura des effets sur une CPS cognitive qui est l'auto-évaluation positive, donc le sentiment de compétence notamment. Sur la gestion des émotions, puisqu'on est capable de mieux rééquilibrer notre regard sur la réalité, donc on ne reste pas avec les affects négatifs en permanence. Et puis, ça augmente la coopération, puisqu'on porte un regard plus équilibré sur l'autre. On ne voit pas que ses défauts, mais on voit aussi tout le reste. Donc, la psychologie positive, c'est aussi un grand champ de recherche avec beaucoup d'études, plus de 2000 par an également, des méta-analyses qui montrent donc des effets sur différentes CPS, sur le climat scolaire, sur les résultats. Donc, ces différentes façons de développer les CPS peuvent permettre de mieux répondre aux besoins actuels du système éducatif, où on essaye de trouver un meilleur équilibre entre l'instruction d'une part et l'éducation tout au long de la vie avec ses compétences psychosociales, pour pouvoir diminuer les phénomènes de harcèlement, la baisse de motivation, le taux de décrochage et améliorer le bien-être à l'école, puisqu'on a encore beaucoup de progrès par rapport à un pays développé que l'on est. Un dernier point que je voulais aborder avec vous avant de vous laisser réfléchir à vos questions et vos commentaires, c'est donc sur l'augmentation, ou en tout cas le maintien de l'efficacité de ces interventions à travers les formations des professionnels. Donc, bien prendre en compte l'importance du développement des compétences psychosociales des adultes, donc tout intervenant, éducateur, enseignant et aussi des parents. Bien avoir connaissance et pouvoir mieux prendre en compte les besoins psychologiques fondamentaux des élèves, je vous les remettrai juste après sur la diapo. Et puis, des outils qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans la formation et dans les interventions, ce sont des outils langagiers centrés sur les ressources, c'est-à-dire comment, dans nos questionnements aux élèves, on va pouvoir les aider à mieux repérer leurs ressources plutôt que leurs défauts, leurs déficits, leurs manquements. Donc juste, je vous ai remis les 3 besoins psychologiques fondamentaux. Vous aurez accès au PowerPoint, bien sûr. Donc le sentiment d'autonomie, de compétence, de proximité relationnelle qui offre un climat favorable au développement des compétences psychosociales, à la motivation, au bien-être.
Et puis, donc, ces outils langagiers, ils sont issus de l'approche centrée solution. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, vous pouvez aller sur ce site qui répertorie tous les articles qui ont été publiés, alors seulement jusqu'en 2017, mais ça vous donne déjà un aperçu. Il y a eu 10 méta-analyses, donc il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans différents contextes, mais notamment en contexte éducatif, qui montrent l'efficacité de ces questions qu'on peut poser, orientées vers les ressources et les compétences des personnes, où on est vraiment dans cette approche collaborative. Donc, quand on essaye de travailler sur ce changement de posture professionnelle pour développer les compétences psychosociales, c'est vraiment des outils qui vont être très utiles, qui vont nous aider dans cette transition, puisqu'on va changer finalement notre façon d'interagir, de poser des questions. Je vous donne juste un exemple. Imaginons un élève a eu 8 sur 20 dans votre matière, et habituellement, on va essayer de comprendre pourquoi il a raté les 12 points qui lui manquent. Et là, on va faire l'inverse. On va regarder ensemble en détail comment il a obtenu ces 8 points, comment il a révisé cette partie du cours, qu'est-ce qui lui a permis de comprendre, à qui il a demandé de l'aide. Du coup, c'est là que sont toutes les ressources. Et donc, nos questions vont porter sur toutes ces ressources de l'élève. Et donc, on va chercher, pour accompagner ce développement de compétences psychosociales, à identifier dans des situations concrètes quelles sont les ressources qui ont été mobilisées, les CPS notamment, et quelle est la meilleure manière de pouvoir remobiliser ces ressources à l'avenir pour avancer en direction de ce qui est important pour l'élève. Donc là, on va augmenter le sentiment d'autonomie, de compétence et de proximité relationnelle. Je vous remercie de votre attention. Donc juste en conclusion, on a des interventions efficaces, beaucoup d'initiatives en France et une attention à réfléchir ensemble sur la question de la formation des professionnels. Merci.